Bonjour à tous. Pardon. Juste pour pas qu'on prenne de retard, parce que ça fera peut-être venir les gens après. Alors, merci beaucoup d'être nombreux. Donc moi, je suis Nadia Secker. Je travaille à BPI France. Je connais certaines personnes. Enfin, je connais une personne ici. Merci Stéphanie. Alors, on est ravis de vous accueillir. Ça fera venir du monde. On va essayer de présenter pendant 45 minutes nos activités, financement et investissement au sein de BPI France, pour que vous ayez une bonne vision de ce qu'on fait. Et puis après, on essaiera de consacrer les 20 dernières minutes à des questions sur tout ce qu'on aura évoqué ensemble. Sentez-vous libre, bien évidemment, de poser vos questions. Donc moi, je suis Nadia Secker, je travaille au sein de la direction de l'innovation de BPI France, qui fait partie, dans laquelle il y a la direction de l'expertise, qui est la direction à laquelle j'appartiens, et qui est la direction en charge qui assure le rôle d'opérateur pour le compte de l'État sur des appels à projets nationaux, notamment France 2030 que j'évoquerai après. Et je suis accompagnée de ma collègue Capucine Grand-Cyr qui parlera après. Voilà. Donc moi, je suis responsable sectorielle agriculture et agroalimentaire au sein de la direction. Alors, je vais juste vous présenter. Je ne sais pas si on a un pointeur ou un truc comme ça. Ouais, si c'est ça. Ok, merci. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Non, pas dire. Non. Ah, attends. J'essaie de voir si ça marche. Ouais. J'aurais pas dû faire ça, je crois. Désolée. Hop là. C'est. Ouais, je sais, mais je peux pas monter. Ah. Voilà. Ok, bon, désolé, je touche plus rien. Alors, donc, BPI France, on a 7 métiers. Je fais vite. On est la banque des entrepreneurs, on nous appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on aide tous les entrepreneurs, quel que soit le stade de développement de leur entreprise, que ce soit de la création, donc on aide à la création d'entreprise, jusqu'à l'international et à l'export. On a des financements sur l'export, on a des aides sur l'export. On a un métier, donc on intervient à toutes les étapes de développement de l'entreprise, aussi bien en activité classique de financement. Donc ça, c'est notre métier financement. Donc financement court terme, moyen terme, long terme, en métier de financement de l'innovation et en métier de financement dans le sens investissement, donc investissement en fonds propres, en quasi-fonds propres et en activité fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on est souscripteur dans des fonds qui vont eux-mêmes investir au capital d'entreprise. Donc ça, c'est l'activité fonds propres. Et puis, on a une mission aussi de garantie, c'est-à-dire qu'on garantit des prêts qui sont octroyés par d'autres banques collaboratrices. Juste en quelques chiffres clés, BPI France en 2023, c'est quoi? C'est 50 entreprises régionales. On est une banque qui a une particularité, c'est qu'elle est à la fois nationale mais surtout régionale. On a coutume de dire que les premiers interlocuteurs des entrepreneurs, ce sont leurs chargés d'affaires en région, quel que soit le sujet qui vous préoccupe. On est donc localisé sur 50 implantations régionales. En 2023, on a injecté 63 milliards d'euros dans l'économie, ce qui est historique. Ça intègre notamment les financements de France 2030 que j'évoquerai après. Donc c'est une année record. Comme vous le voyez, ces revenus, ces financements ont été injectés dans des différentes typologies d'entreprises, des TPE jusqu'aux grandes entreprises. Sachant qu'on aide quand même majoritairement des TPE, des PME et des ETI. En termes de chiffres clés, là c'est pour 2023, vous voyez qu'on a plus de 9 milliards d'euros qui ont été octroyés en aide et financement de l'innovation. Ne serait-ce qu'en aide à l'innovation, c'est 2 fois plus que ce qu'on a fait en 2022. Et puis on a 4 milliards d'euros aussi qui ont été investis qui ont été mis en termes d'investissement, et c'est la première année que les aides et le financement de l'innovation font mieux que l'investissement. Alors, France 2030, c'est quoi? C'est un plan d'investissement qui a été lancé par Emmanuel Macron en octobre 2021, suite au plan de relance, qui était destiné à relancer l'économie suite à la crise Covid, et qui est un plan décliné sur 5 ans de 54 milliards d'euros, qui est lui-même historique,
par son montant, par ses enjeux et par son ambition, puisque son ambition, c'est de réindustrialiser la France, de rattraper le retard qu'on a pris, et qui s'est manifesté notamment par un constat simple, c'est qu'on s'est désindustrialisé en France, on entend pas mal parler, et donc l'État français a souhaité injecter ces 54 milliards d'euros pour réindustrialiser la France en s'appuyant sur l'innovation et en accompagnant la nécessaire transition écologique des entreprises. Et donc il y a 50% de ces financements qui sont dédiés à des acteurs émergents, donc c'est des petites entreprises qui sont plutôt naissantes, enfin en tout cas qui ont moins de 10 ans d'existence, et 50% dédiés à des technologies décarbonées. C'est un plan qui est décliné en 10 objectifs. Et donc ces 10 objectifs, il y a un enjeu qui est l'enjeu vivre mieux. Et dans cet enjeu vivre mieux, il y a l'objectif 6 que nous, donc Capucine et moi et mes collègues de l'agriculture et de l'agroalimentaire, nous opérons pour le compte de l'État, qui est destiné en fait à financer une alimentation saine et durable pour demain. Donc cet objectif 6, il est doté d'un... Alors on n'est pas le seul opérateur, hein. Il y a aussi la Caisse des dépôts et consignations au travers de sa banque des territoires et l'Agence nationale de la recherche. Et cet objectif 6, il est doté d'un budget de 1,8 milliard d'euros, ce qui est aussi historique en termes de montant. Rapidement, alors ça vous l'aurez de toute façon la présentation, enfin j'espère que vous pourrez avoir les présentations parce qu'elles ont vocation de façon, après relecture par mes collègues, à être publiées, enfin être dispensées aux gens qui seront présents bien sûr. C'est juste une slide macro pour vous montrer le continuum de financement qu'il y a dans le cadre de France 2030, aussi bien d'un point de vue non thématique que d'un point de vue thématique, avec tous les appels à projets qui existent. Et en fonction du degré de maturité du projet ou de l'entreprise. Donc qu'on soit au stade de l'étude de la faisabilité du projet, là, parce qu'on est sur des startups, qui testent leur projet, qui testent leur marché, qui testent la faisabilité technique de leur projet, jusqu'à un stade de commercialisation, ce qu'on appelle l'accès au marché, le go-to-market, où on a aussi des dispositifs qui existent, avec, selon les dispositifs, la recherche de projets plutôt monopartenaires ou collaboratifs. Voilà, donc je ne m'étalerai pas là-dessus, mais vous voyez qu'il y a un vrai continuum de financement qui a été pensé par l'État et qui est opéré par BPI France. Et je vais passer la parole à ma collègue maintenant. Merci beaucoup Nadia. Alors, je vais vous présenter... Est-ce que vous m'entendez bien? Pas trop fort? Non? Ok. Les appels à projets structurels, cette fois, donc ce sont les appels à projets qui sont ouverts à tout type d'industrie, dont l'agriculture et l'agroalimentaire. Et on va parler de ceux qui sont ouverts actuellement. Ouais, merci. Donc, tout d'abord, IDEMO est un appel à projet dont la prochaine relève a lieu le 16 juillet de cette année. Il a pour but de financer des projets au stade du démonstrateur. On va chercher là à financer des innovations de rupture, de préférence en collaboration avec plusieurs entreprises, plusieurs laboratoires académiques ou encore... c'est déjà pas mal. Donc on cherche à financer des entreprises, comme je disais, au stade de démonstrateur, donc des TRL entre 4 et 6 jusqu'à la commercialisation. Le budget minimum est de 4 millions d'euros et le taux d'aide va varier en fonction de la taille d'entreprise et du type de projet, à savoir que les grandes entreprises ne peuvent candidater uniquement si elles sont en collaboration avec d'autres. Donc on prend en charge les dépenses de personnel. Comment ? TRL, ça veut dire Technology Readiness Level, donc c'est le niveau de maturité, c'est une échelle de maturité d'innovation en fait. Oui. Alors, iLab est un concours qui est pour des TRL pour le coup plus faibles, donc au stade de l'amorçage. Alors que IDEMO, on est vraiment au stade démonstrateur, donc l'innovation a déjà un prototype et elle est en phase de démonstration en conditions réelles en fait. Voilà. Donc la prochaine relève, comme je disais, a lieu le 16 juillet. Vous avez ici un deuxième appel à projet au niveau régional, cette fois-ci. Donc pour candidater, ce sont des financements
des régions cette fois-ci, alors qu'avant on parlait du niveau national. Sur le même principe finalement, mais avec un budget moins important. Les projets financés sont des projets d'innovation de rupture en collaboration. Et l'appel à projet est ouvert jusqu'en 2025. Et il y a 2 relèves par an. Les dépenses éligibles sont à peu près les mêmes que précédemment, donc frais de personnel de R&D, contribution aux amortissements, de la sous-traitance également, pour aboutir derrière à un produit fini ou quasi fini. Le budget, oui, entre 1 et 4 millions d'euros, là où IDEMO national, on est sur du 4 millions d'euros minimum. Donc une fois que vous avez votre démonstrateur, on passe maintenant à la première usine. Donc c'est un appel à projet qui porte bien son nom puisqu'il a pour but de financer des actifs corporels et incorporels d'équipements industriels productifs. On va viser en priorité le financement des PME, des acteurs émergents, dont Nadia parlait tout à l'heure, et sur une aide qui varie entre 20 et 30%. On n'est plus sur de la R&D, mais vraiment sur l'industrialisation cette fois-ci. La date limite de dépôt du dossier a lieu le 9 septembre, et on est, comme pour IDEMO, à la recherche d'innovation en forte rupture avec l'existant. Et un impact environnemental fort également. Les dépenses minimum sont de 5 millions d'euros. Pour candidater, vous avez un aperçu de comment les appels à projets de France 2030 fonctionnent. Tous ont à peu près le même process. Une phase de montage pour les projets collaboratifs uniquement. Donc, Nadia et moi, on peut vous aider à monter votre projet ou en tout cas à relire vos slides qui seront ensuite déposés sur la plateforme de dépôt. Puis, si le projet répond aux critères d'éligibilité, il passe en phase d'audition avec des experts indépendants et BPI France qui évaluent le projet. S'il répond encore une fois aux critères du cahier des charges, on demande aux entreprises de déposer un dossier complet. Vous avez 21 jours et enfin la phase d'instruction approfondie fonctionne comme une due diligence en investissement. Elle vise à vérifier que le projet rentre bien dans les cases, si je puis dire. Et puis la décision finale est présentée à l'État et revient à l'État. Oui. Projet collaboratif, c'est un projet qui, à minima, inclut une PME. Ça peut être ensuite un laboratoire qui travaille ensemble. Et quoi d'autre ? Il ne faut pas qu'il y ait plus de 70% des dépenses qui soient portées par un seul partenaire. Et donc tous demandent une aide. En collaboration, il y a un accord de consortium qui est signé. Donc c'est une vraie collaboration engageante. Alors le premier fil BPI France, on est plus sur de l'éligibilité. On va quand même, on peut dire que c'est l'éligibilité plus. On va vérifier quand même que le projet rentre dans les cases des critères de présélection tout de même. Et en phase d'audition, là, ce sont vraiment les critères de présélection qui sont le plus challengés, surtout par les experts indépendants qui sont présents lors de cette phase. Donc juste avant, je vais vous présenter les projets, les appels à projets structurels qui répondent aux besoins des entreprises de tout secteur. Maintenant, je vais focaliser sur l'agri-agro spécifiquement. Donc le prochain appel à projet qui va ouvrir, c'est un peu une avant-première que je vous fais là. Il s'agit du financement des pré-séries d'innovation technologique liées aux équipements agricoles. Il va certainement changer de nom, mais je vous le présente quand même, ça peut vous intéresser puisque on vise une
prochaine date de relève en octobre. Donc, il vise à financer des tests de prototypes sur le terrain, un peu comme IDEMO. Mais là, on est vraiment sur l'agriculture. Le prototype existe et il doit être testé en conditions réelles. Les projets sont individuels, donc ici, il n'y a pas de notion de collaboration. Et ce sont les petites et moyennes entreprises uniquement qui sont visées par cet appel à projet. Le caractère innovant va bien évidemment être challengé, ainsi que les retombées économiques, sociales, l'impact environnemental. Seront demandés le descriptif des process, des tests au champ, des protocoles. Et on est sur des coûts éligibles de salaire de personnel, de sous-traitance, amortissement également. Oui. Oui. Vous voulez dire, est-ce que les équipements sont éligibles ? Les équipements sont éligibles, mais on va prendre uniquement l'amortissement. On ne va pas prendre le financement de l'équipement dans sa totalité. Voilà. Et pour finir, l'aide à la faisabilité de l'industrie agroalimentaire, des innovations ici de l'industrie agroalimentaire. Là, on a beaucoup parlé de l'amont agricole. Donc, c'est une aide à la faisabilité qui est financée là par le ministère de l'Agriculture. C'est une aide dans 100% subvention, 50 000 € au maximum, pour les entreprises de moins de 2000 salariés et qui ont une innovation qu'elle souhaite développer, mais qu'il n'y a pas encore de prototype. Donc on est vraiment au stade de la faisabilité. On va prendre en compte des frais de personnel de R&D, des consommables, des petits équipements, des frais d'études juridiques, de propriété intellectuelle, par exemple. Et donc la particularité de cette aide, c'est que ça n'est pas un appel à projet, mais en fait vous pouvez contacter votre chargé d'affaires BPI France et demander cette subvention quand vous en avez besoin, en fait. Voilà. Et je passe la parole à Nadia qui va vous présenter les exemples de projets pour que ça vous parle davantage. Merci Capucine. Je vais faire vite, comme ça je vais laisser la parole à mes collègues investisseurs. Juste 3 exemples de projets, que ce soit concret un peu pour vous, ce que fait BPI France en termes de financement de l'innovation. Donc dans le domaine du biocontrôle, parce que c'est un domaine qui est, on ne peut pas dire en émergence, mais en fort déploiement, et sur lequel on concentre beaucoup d'efforts au sein de BPI France, mais que l'État veut mettre en avant aussi et qui est d'importance pour les agriculteurs. On a financé par exemple un projet, donc là ça répond à votre question, collaboratif. Il y a plusieurs partenaires, vous avez à la fois des entreprises privées et puis des organismes de recherche. Donc qui partagent de la propriété industrielle sur un projet qui vise à mettre au point des solutions de biocontrôle. Le chef de file, c'est ARD, qui est une société de biotechnologie, qui a un savoir-faire sur le développement de solutions de biocontrôle à base de micro-organismes. La start-up Capsera apporte son savoir-faire en termes de micro-encapsulation, et l'idée c'est de développer une molécule, un micro-organisme micro-encapsulé pour une meilleure durabilité sur la plante, pour lutter contre le mildiou de la vigne, avec une efficacité qui sera prouvée au champ. Ce qui est évidemment un verrou hyper important pour le développement et le déploiement de ces biosolutions. Et ce sont aussi des phases qu'on finance sur ces projets-là. Donc c'est 5 millions d'euros sur 60 mois. Voilà, 60 mois, c'est le maximum de durée qu'on a sur les projets financés. Merci Chloé. Le deuxième, c'est dans le cadre de l'appel à projet pré-série qu'évoquait Capucine. Donc là, c'est l'entreprise Esprid, qui est une entreprise de la robotique agricole et qui a développé un robot autonome avec du hardware et du software pour aider l'agriculteur à recueillir, donc à faire de l'effeuillage et à récolter des fruits fragiles, notamment de la tomate. Et donc on a financé sa pré-série avant la mise sur le marché. Voilà, donc c'est 2 millions d'euros sur 19 mois. Et le dernier projet, c'est le projet d'Agronutrice, qui est un projet, oui, je vois quelqu'un siffler, ouais, c'est un des plus gros projets qu'on ait vu pas sur France 2030, mais en tout cas sur l'agri-agro en toute modestie, parce qu'on n'est pas le secteur le plus consommateur en termes capitalistiques, mais en effet c'est un budget de 109 millions d'euros sur 28 mois, mais c'est normal, c'est pour industrialiser de la BSF. Donc la BSF, c'est la mouche du soldat noir, pour faire de la protéine, donc des farines à base de protéines d'insectes pour de l'alimentation animale en pisciculture d'abord, et puis ensuite dans un moyen terme l'alimentation humaine.
Voilà, donc si vous avez des questions, on répondra avec grand plaisir, Capucine et moi, à la fin de la présentation. Et maintenant, je passe la parole à Chloé ou Alexandre. Non, c'est Alexandre d'abord, je crois. On va voir. Ouais, je crois que c'est... Ouais. Merci Nadia. Bonjour à tous, Alexandre Wagner. Donc moi, je suis directeur d'investissement au sein de BPI France Green Venture. Quelques mots sur la partie Venture Capital donc chez BPI. On est le leader français sur cette partie Venture Capital. On a 5 milliards aujourd'hui d'euros sous gestion. On a 11 licornes qui ont été soutenues par BPI France. Et on va, c'est une particularité, de l'amorçage aux grosses, donc du seed jusqu'à la série C. On a une expertise qui est aujourd'hui multisectorielle, puisqu'on vise aussi bien les sujets de santé, numérique, culture, transition écologique, et aussi bien sur des sujets qui vont être très digitaux que des sujets très capex intensifs, des usines. On pourra y revenir avec Chloé. Et un élément qui est important également, c'est qu'on a aussi les services du hub, qui se veut être un operating partner qui permet d'accompagner les participations dans lesquelles nous sommes investis. Alors Green Venture, qui est l'entité que je représente, c'est aujourd'hui donc 600 millions d'euros sous gestion, et c'est la partie d'investissement qui gère tous les sujets liés aux enjeux de transition énergétique. Donc on a donc 4 dispositifs. Le fonds écotechnologie numéro 1, qui est un fonds de 225 millions d'euros, qui est aujourd'hui complètement investi. On a un fonds qui s'appelle le Fonds Ville de demain, dédié à la Smart City, 50 millions d'euros et qui est également aujourd'hui complètement investi. On a également une poche impact sur les fonds de BPI France. Et vous allez me dire tout est investi, mais pas complètement, puisque on a effectivement le Fonds Écotechnologie numéro 2 qui a un volume d'investissement de 300 millions d'euros et qui est aujourd'hui encore ouvert à des investissements. Donc on couvre, quand on dit transition énergétique, on couvre des verticales, la verticale mobilité, la verticale économie circulaire, tous les sujets liés à l'énergie, énergie renouvelable, gaz renouvelable, également tous les sujets liés à l'hydrogène, tous les sujets également liés à la ville durable, les bâtiments durables, très important. Et également, on va y revenir, tous les sujets liés à l'agtech, à l'agriculture, la food tech et les sujets chimie verte et biotech du végétal. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit plutôt sur des solutions hardware. On est sur des business models qui peuvent être hardware plus software. Mais en revanche, on ne fait pas de sujets très industriels au sens propre du terme. Et on est là pour accompagner le déploiement d'une roadmap techno, une roadmap R&D et une roadmap commerciale. Donc, ce qui fait qu'on investit dans ce qu'on appelle des phases série A, série B et série C, sur des tours compris entre 4 et 20 millions d'euros. Et nous, on peut être donc l'investor, donc c'est-à-dire qu'on est le premier investisseur sur le tour. C'est nous qui fixons la valorisation. Ou on peut être également follower pour des tickets compris entre 1 et 10 millions d'euros. On est un investisseur, je l'ai dit tout à l'heure, de long terme. On est là pour investir parfois sur plusieurs séries. On peut commencer en série A jusqu'à la série C. Il y a des participations dans lesquelles on a investi, on va y revenir, pour lesquelles on est investisseur depuis 2012. Et on reste un partenaire engagé dans le sens où on va vous accompagner, alors soit via le hub, je le disais tout à l'heure, soit par notre propre expertise. Et on est bien sûr représentant au conseil de surveillance. On s'implique dans la gouvernance de la société. Aujourd'hui, on a 27 participations dans le portefeuille et je vais vous les présenter de façon assez succincte pour les sujets qui sont pas liés à l'agtech et je vais faire un petit focus sur les sujets qui nous concernent plus. Sur la partie énergie chimie verte, donc là vous voyez nos participations, on a 6 participations parmi les participations les plus... Oui, allez-y. Oui. Alors, effectivement, ce que je présentais tout à l'heure, c'était la direction de l'innovation, dans laquelle nous sommes effectivement une partie. Effectivement, vous avez les OC French Tech Seed sur la partie seed qui peuvent effectivement couvrir le besoin du seed. Mais pour la partie Green Venture, on commence à la série A. Donc, c'est la deuxième levée institutionnelle.
Moi, j'ai pas en tête les modalités, mais si... C'est possible. C'est fort probable, et si vous avez des questions, on pourra vous réorienter vers nos collègues sans problème. Donc je disais effectivement quelques exemples. Donc McPhy, par exemple, dans l'énergie, sur les sujets hydrogène, avec une technologie d'électrolyseur alcalin. On a également effectivement Aledia qui développe une technologie de LED 3D sur substrat de silicium. On peut également citer Aero dans la propulsion vélique, avec une technologie innovante de propulsion à la voile qui permet effectivement aux navires cargo de réduire leur émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est pour la partie énergie et chimie verte. Sur la partie mobilité, on peut citer notamment une société comme Temo qui développe et commercialise des moteurs électriques pour le marché de la plaisance maritime. On a été également, et on est toujours, actionnaire de Drivey, qui est une plateforme d'autopartage qui a été rachetée par Gatorand. On peut également citer Vulog pour les solutions de gestion de flotte en autopartage. Sur les sujets vie durable, on a également 6 participations. On peut également aussi citer une société comme Illikens qui développe des capteurs CO2 et CH4 pour les sujets de qualité de l'air et les sujets sécurité en milieu industriel, mais également pour des gestionnaires et des opérateurs de réseaux de gaz. On a une société comme Talano qui développe des solutions de réduction de captation des émissions de particules fines pour le marché du freinage automobile et ferroviaire. Et donc pour les sujets qui nous concernent plus, finalement on a la partie sur laquelle on a le plus investi, c'est l'AgTech. Et donc on est aujourd'hui au capital de 8 sociétés. On peut effectivement noter donc la participation que nous avons dans Insect. On parlait tout à l'heure d'agronutris, mais voilà, Insect qui est une technologie différente sur le Tenebrio Molitor et qui est un leader du secteur. On est investisseur également dans Naio Technologies, une société spécialiste des robots agricoles pour des sujets de désherbage et de binage. Et on est également actionnaire de Sencrop, qui est aujourd'hui la société leader en Europe sur les sujets de stations météo connectées, qui permet effectivement aux agriculteurs d'avoir une donnée in situ plus précise et donc éviter de pulvériser en champ quand cela n'est pas nécessaire. Sur les sujets biocontrôle, on a 2 participations. On a une participation dans Illicit Plante qui a développé une solution de lutte contre les stress biotiques et abiotiques à partir d'une technologie naturelle que sont les phytostérols. On a également une participation dans Greedy Impulse qui met sur le marché des alternatives durables contre les maladies cryptogamiques des plantes. Et on a une biotech végétale, on peut le dire, Myogenics, et également 2 sujets en lien avec les algues, un sujet un petit peu plus connexe, Carbonworks et Fermental. Donc vous voyez, c'est des sujets que l'on regarde et pour lesquels on a pu développer également une expertise dans l'équipe. Slide suivant. Donc l'équipe, on est aujourd'hui 9 investisseurs dans l'équipe, des profils plus seniors et des profils également plus juniors. On regarde et on a pu regarder également des sujets en lien avec les nouvelles protéines végétales, tous les sujets d'agriculture régénérative, les sujets liés au stockage carbone dans les sols. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des projets de levée à venir ou même aujourd'hui qui sont réels. On sera très preneur d'échanger avec vous et de discuter. Et je vous passe la parole à Chloé. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente Chloé Schiaffino, je suis directrice d'investissement dans le fonds SPI. Donc, le fonds SPI, c'est dans ce qu'évoquait Nadia, le continuum de financement de la maison BPI France. C'est un fonds qui est dédié à l'industrialisation des technologies innovantes. Donc, je reviendrai sur nos modalités d'investissement, mais en gros, c'est un fonds qui existe depuis 2015 avec 1,8 milliard d'actifs sous gestion. Donc, on a un premier fonds de 800 millions d'euros dont la période d'investissement s'est terminée et un fonds successeur qui a pris le relais en 2022 avec 1 milliard d'euros sous gestion. Il nous reste un petit peu d'argent à investir, donc tous les projets seront les bienvenus.
Notre souscripteur unique, c'est France 2030. Donc, on investit l'argent de l'État, de la France, de nos impôts. Donc, on essaie d'être assez vigilant. On a une équipe de 17 investisseurs. Jusqu'à présent, on a fait 31 usines pour 7600 emplois potentiels. Et on verra la carte de France un peu plus tard, mais on est multiterritorial, multisecteur. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir une innovation, une usine, et on regarde avec attention tous les sujets ESG également. Sur la slide suivante, si ça ne t'embête pas, merci. Donc là, ça vous montre un petit peu à partir de quand on intervient et pourquoi on intervient. Donc, comme je le disais, on est sur la phase d'industrialisation. Donc, pour nous, la R&D est terminée. Il y a un démonstrateur où je reviendrai peut-être un peu sur cette idée de démonstrateur. Et l'objectif du fonds SPI, ou pour la majeure partie du fonds SPI, c'est vraiment le changement d'échelle du démonstrateur à la première usine. Et donc, c'est d'accompagner cette industrialisation. Sur les 1 milliard, on a quand même une toute petite poche. On a 10% de nos fonds qui sont dédiés à cette partie démonstrateur. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne les sociétés qui sont en train de finaliser leur R&D, qui ont besoin d'un démonstrateur ou d'un pilote avant de passer à la première usine. Et donc, on a 10% des 1 milliard qui sont dédiés à ça. Notre objectif, il est assez clair, c'est vraiment de recréer des emplois industriels en France. On tape sur la technologie et sur l'innovation pour créer des industries profitables et durables. Et on a vocation à accompagner toute typologie de partenaires. Donc on peut travailler avec des startups industrielles. On verra qu'on en a pas mal au portefeuille. Mais on sait aussi faire des JV avec des groupes industriels. On sait aussi faire des JV avec des PME, avec des ETI. Donc on est vraiment en termes de structuration assez agnostique et assez créatif. L'objectif pour nous, je redis, c'est vraiment de recréer le tissu industriel en France autour d'innovations assez solides. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire ? Par définition, on sait prendre des risques, puisque quand on passe à l'industrialisation, qu'on change d'échelle, on a très clairement une courbe en J, donc avec beaucoup de capex, un EBITDA négatif pendant un peu de temps, et ensuite la notion de la nécessité de créer son marché, donc d'aller chercher un marché, donc un ramp-up commercial qui est assez long, et un ramp-up industriel qui est nécessaire pour stabiliser la technologie, qui est également assez long. Donc nous, on est capable d'accompagner ces phases-là, qui sont des phases qui demandent beaucoup d'argent et beaucoup de temps, enfin, ou un peu d'argent et un peu de temps par rapport à d'autres projets. On est multisectoriel et, comme je le disais, on est capable d'accompagner sur tout le territoire. On n'est pas focus sur un territoire donné. Qu'est-ce qu'on cherche comme typologie de projet ? Donc on cherche des projets qui ont vocation à se financer en fonds propres ou en quasi-fonds propres, donc obligations convertibles, un mix des deux en tous les cas. On cherche des projets qui sont bien évidemment rentables, donc qui ont une vocation à rendre de l'argent à leurs actionnaires par définition. Et on cherche des projets qui sont capables de nous accepter dans la gouvernance, puisque comme on prend des risques, on est aussi extrêmement actif en gouvernance, donc on demande systématiquement des places en board et on demande parfois aussi des droits qui sont là pour protéger les intérêts des actionnaires et les intérêts de l'industrialisation en France. Donc on peut demander par exemple des droits pour éviter la délocalisation du site industriel une fois qu'on a investi, ce genre de choses. Donc on est systématiquement minoritaire, mais ça c'est la place de BPI France, on ne peut jamais être majoritaire. En revanche, au même titre que Green Venture, on peut être lead dans un tour de financement. C'est-à-dire qu'on a conscience que ces tours de financement sont compliqués à clôturer. Donc BPI France peut être un gros participant de cette phase d'industrialisation. On peut aller jusqu'à 60-70% du tour de financement. En revanche, pour démontrer notre caractère d'investisseur avisé, il faut forcément qu'il y ait des investisseurs privés à nos côtés. Donc ça peut être des groupes industriels, comme ça peut être d'autres fonds d'investissement. Je redis, on est assez agnostique sur la question. Qu'est-ce qu'on accompagne comme projet ? Donc on a on a accompagné une trentaine de projets avec, comme je vous le disais, assez éclatés sur la carte de France. Donc on en a beaucoup en aura, mais c'est pas une volonté particulière, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été présentés au Fonds SPI et qui nous ont intéressés. Et ensuite on fait du biopolymère avec Lactips, on fait de la mobilité avec Vercor, on fait de la chimie verte avec Afiren, on fait de la microalgue avec Microfit, Agronutris c'est de l'insecte, on est capable de faire de l'électronique, on a du New Space, du satellite avec Kineis, on fait des biopolymères également avec Vulcam, de la santé avec CoreWeb, donc on est vraiment très ouvert à tous les secteurs et en recherche de projets, parce que comme vous le voyez on n'en a pas beaucoup, autour d'effectivement des thématiques agri-agro. Voilà, je précise juste peut-être notre ticket minimum sur la poche d'industrialisation, c'est 10 millions d'euros, donc c'est déjà des gros projets. Et je rappelle qu'on ne peut pas être majoritaire au capital et pas être unique investisseur, donc ça veut dire qu'il faut déjà des projets de l'ordre de 14 millions, 15 millions
millions d'euros de besoins de financement. Et sur la poche pré-industrielle, qui a des modalités d'investissement assez spécifiques, on est autour de 5 millions d'euros en obligations convertibles. Donc pas en fonds propres, en obligations convertibles uniquement. L'objectif de cette poche pré-industrielle, c'est de préparer la phase d'industrialisation sur laquelle on serait susceptible de se positionner avec la poche d'industrialisation. Donc d'assurer un peu le continuum de financement qu'on évoquait en préambule de cette présentation. Voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera ravis d'y répondre. Baptiste Fénéance, Sophie Prodéol. Par rapport au projet qui était à noter en désinvestissement sur la slide juste avant, est-ce que vous pouvez donner des exemples où la manière dont vous êtes sorti et pourquoi et où est-ce que ça en est? Oui, alors ces projets, c'est tous des projets de JV. Donc on est sorti à travers le partenaire qu'on accompagnait. Donc en synthèse, on avait une JV avec un industriel plus ou moins gros, et cet industriel a souhaité reprendre la main sur son outil industriel, et donc du coup on avait un accord. Et donc on a activé les accords qu'on avait. Ensuite, où ils en sont, Carbiolis, ça existe encore. Valourec, malheureusement, ça n'existe plus. Prolénolatéine, c'est avec le groupe Avril, ça existe, ça continue son développement sans nous. Alors Metex Novista, c'est un peu particulier parce qu'ensuite on a repris, on est remonté sur la filiale qui était Metabolic Explorer. Mais dans l'ensemble, ces sorties-là, elles ont été faites avec les partenaires industriels qui souhaitaient reprendre la main sur leur projet et considérer qu'on avait fait le job et que du coup, c'était plus la peine d'être j'allais dire embêté par un partenaire financier à la gouvernance peut-être, mais voilà, qui pouvait continuer sans nous en tout cas. Bonjour, je vais avoir deux questions. Première question, est-ce qu'il faut que tous les acteurs du consortium soient français? Alors. Bon, ok. Deuxième question, vous parliez tout à l'heure de 70% et 30% globalement. 30% admettons pour un laboratoire, mais aujourd'hui on est quand même dans des réductions de fonds pour tous les laboratoires. Qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience de laboratoires qui investiraient jusqu'à 30% de leur budget de fonctionnement par exemple? Alors, sur ces projets qui sont financés par le fonds SPI, on n'est pas sur une notion de... Ah, les premiers projets alors. Alors, pour répondre à la première question, qui était est-ce que tous les acteurs doivent être français? Oui. C'est une condition. Il faut être enregistré au registre du commerce français. Ouais. Première question. Et deuxième question, pour les laboratoires, ils sont donc à activité non économique, c'est-à-dire qu'on les finance à 100% en subvention. Ah oui. Pardon, j'ai l'impression qu'il y a un mix. En gros, les modalités de financement du fonds SPI, qui sont maximum 70 pour SPI et 30 pour d'autres acteurs, sont un peu différents et déconnectés des modalités de financement des appels à projets qui ont été développés et qui faisaient appel à un consortium. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc sur les appels à projets, je ne sais pas si le 70-30 existe. Ce que disait Nadia tout à l'heure, c'est que sur les appels à projets, c'est 70% des dépenses qui ne doivent pas être dépassées pour qu'il y ait une notion de par un acteur, pour qu'il y ait une notion de consortium. Ouais. En fait, vous avez un budget et 70% du budget ne doit pas être porté que par un seul partenaire, sinon c'est monopartenarial, quoi. En fait, c'est ça. Le laboratoire, il est financé à 100% de ses coûts, en fait, de ses coûts complets. D'accord. Il a deux choix de financement, enfin on ne va pas entrer en détail, mais ils sont financés en subvention, les laboratoires. C'est considéré comme du non économique. Voilà. Ça dépend des. Là, c'est propre à la règle de fonctionnement des laboratoires, en fait, et des établissements, que ce soit des EPST ou des EPIC, d'ailleurs. Désolée, j'ai qu'un seul micro. Merci. La ministre de l'Agriculture ce matin a parlé du rôle de BPI dans le financement de la transition durable et aussi de la Banque des territoires. Comment vous vous complétez et quel est le rôle de la Banque des territoires à côté de celui de la BPI?
Dans le principe, il y a un partage du monde assez clair entre la Banque des Territoires, qui est je ne sais pas quel est le terme juridique, mais en tout cas qui est rattachée à la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, c'est la marque. Et le partage, c'est dès lors qu'il y a un projet qui relève soit de l'infrastructure, soit de l'ancrage territorial, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, ça va plutôt sur la Banque des Territoires et sur la Caisse des dépôts que sur sur BPI France, qui elle accompagne plutôt les entreprises au sens vraiment économique du terme. Il peut y avoir des projets qui sont cofinancés. Enfin, nous, on en a, par exemple, dans le portefeuille. On a des projets comme l'Actips, par exemple, où la Banque des Territoires porte l'objet immobilier, donc c'est-à-dire l'enveloppe de l'usine. Donc, il y a un financement spécifique autour de l'immobilier de l'usine. Et nous, on a porté l'ensemble des CAPEX et des OPEX attachés à l'opérationnel de l'entreprise. Et dans ces cas-là, ça fonctionne assez bien. Mais logiquement, la Banque des Territoires finance plutôt de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire. Et BPI France, des entreprises, j'allais dire opérationnelles, mais ce n'est pas vraiment le terme, mais voilà, plus classique du terme, quoi, plus économique. Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On a fait le tour. Bonjour, Robin Hofmeister, dirigeant de Coco Veto. Il y a un sujet intelligence artificielle où vous avez des projets d'investissement. Comment est-ce que l'agriculture dans ce segment-là d'intelligence artificielle va être soutenue? Est-ce qu'il y a des enveloppes dédiées à l'agriculture et en lien avec l'IA ou pas encore? C'est très précis, désolé. Non, mais c'est en plein dans l'actualité. Alors, dans les prochains appels à projets, il y a deux réponses à votre question. L'État réfléchit à un financement structurel sur l'IA, en fait, qui serait multithématique, en fait, agri-agro, mais pas que. Voilà, avec une enveloppe dédiée. On a déjà un appel à projet dans le cadre du numérique, mais c'est pas notre équipe qui l'opère, c'est nos collègues du numérique qui visent à financer l'IA, notamment l'IA régénérative, tout secteur confondu, et l'agriculture en fait partie. Donc on peut avoir des projets qui sont financés là-dedans. Et puis dans le cadre de la réécriture de certains de nos appels à projets, comme par exemple innover pour les transitions agroécologiques et alimentaires. Donc il fait partie de la slide, la macro, où il y avait tous les appels à projets, là, le continuum de financement que j'ai présenté rapidement, qui va probablement être relancé. Il y aura certainement, en tout cas c'est à la réflexion, parce qu'évidemment c'est une thématique actuelle, de faire un focus sur l'IA. Et comment les acteurs de l'agriculture et de l'agro, et surtout l'agro, et pas que, non, l'agri et l'agro, en l'amont et l'aval, s'approprient l'intelligence artificielle, parce que c'est un vrai trou dans la raquette, quoi, actuellement, pour les inciter à le faire. Donc c'est une vraie question, vous avez raison. Ça devrait émerger dans les appels à projets à venir. Ouais. Sur la partie amorçage, donc on a la belle French Tech Seed, mais c'est capé à 250 000. Donc si on fait une première levée en equity supérieure à 250, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif pour aller chercher du 1 pour 1 sur le delta? Donc si j'ai bien compris la question, donc ouais. Alors, ce qui a été fait historiquement par l'État au travers du Fonds national d'amorçage, c'est de favoriser l'émergence d'un écosystème sur les sujets amorçage. Et donc, il y a un certain nombre de fonds, parfois régionaux, parfois nationaux, qui se positionnent sur ces sujets amorçage. C'est ce qui a été fait donc, à partir de 2013-2014 par le programme des investissements d'avenir. Et donc vous avez des fonds partenaires privés, mais qui ont été abondés par ce FNA, qui doivent vous permettre éventuellement de compléter la partie privée. Ça fait partie de ce genre d'acteurs, mais il y en a plusieurs. On pourrait vous communiquer la liste des fonds s'il y a besoin. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais voilà. Comment ? Après, il faut regarder au cas par cas. C'est vrai que là, c'est un domaine qu'on maîtrise moins. On commence au niveau de la série A, mais on pourra vous orienter si besoin.
En tout cas, c'est ce qui a été fait à l'époque, via le dispositif FNA.